Le silence pesait comme une chape de plomb sur la route de terre battue où l'asphalte s'arrêtait brutalement, comme si le monde moderne avait renoncé à aller plus loin. 5 femmes se tenaient là, immobiles, leurs regards perdus balayant un paysage qui semblait avoir été oublié par le temps lui-même. L'air était lourd de cette étrangeté particulière qui accompagne les réveils difficiles, quand la réalité tarde à reprendre ses droits sur les brumes de l'inconscience. Claire fut la première à bouger. Ses cheveux châtains collaient à son front moite, et ses yeux verts scrutaient les environs avec une intensité presque douloureuse. Elle ne se souvenait pas précisément comment elle était arrivée ici, mais quelque chose en elle refusait de céder à la panique. Peut-être était-ce cette rigidité naturelle qui masquait des blessures plus profondes, ou simplement son instinct de survie qui reprenait le dessus. Sans un mot, elle commença à marcher vers les autres, ses pas résonnant étrangement dans le silence absolu de cette campagne française apparemment déserte. « Où sommes-nous » murmura Élodie, sa voix à peine audible. Ses mains reposaient instinctivement sur son ventre arrondi de 7 mois de grossesse. Son visage pâle trahissait une fatigue qui dépassait la simple lassitude physique. Elle regardait autour d'elle avec une expression mêlant confusion et une peur sourde, comme si elle portait dans ses entrailles bien plus qu'une simple vie en devenir. Margot s'approcha doucement d'elle, ses cheveux grisonnants encadrant un visage marqué par l'expérience. À 55 ans, elle avait développé cet instinct maternel qui la poussait naturellement à protéger les plus fragiles. Près d'elle, Mathis, un garçon d'une dizaine d'années au regard trop mature pour son âge, s'accrochait à sa main comme à une bouée de sauvetage. L'enfant n'avait pas prononcé un seul mot depuis leur réveil dans cet endroit perdu, mais ses grands yeux sombres observaient tout avec une attention presque inquiétante. « Je ne sais pas », répondit finalement Claire, sa voix portant une autorité naturelle que personne ne remit en question. « Mais nous ne pouvons pas rester ici. » Geneviève, une femme aux traits fins et aux cheveux blonds tirés en arrière, ne cessait de se retourner, scrutant la route derrière elle comme si elle attendait l'apparition d'un véhicule, d'une personne, de n'importe quoi qui pourrait donner un sens à leur présence en ces lieux. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant une nervosité qu'elle tentait vainement de dissimuler. La 5e femme, Noémie, demeurait à l'écart du groupe. Ses cheveux noirs encadraient un visage aux traits délicats, mais ses lèvres restaient obstinément closes. Elle n'avait pas prononcé un seul mot, communiquant uniquement par des regards expressifs et des gestes mesurés. Quand elle trouvait de la terre humide sous ses pieds, elle y traçait machinalement des formes étranges avec ses doigts, des symboles dont la signification échappait aux autres. Le paysage autour d'elle respirait une beauté sauvage et mélancolique. Des collines ondulaient à perte de vue, parsemées de vignobles apparemment abandonnés et de bosquets qui semblaient n'avoir été touchés par aucune main humaine depuis des décennies. L'herbe haute bruissait doucement sous une brise tiède qui portait des parfums de lavande sauvage et de terre humide. « Il faut trouver un abri », déclara Claire en observant le soleil qui commençait déjà à décliner vers l'horizon. « Et de l'eau. » Elles se mirent en marche, formant un groupe compact mais silencieux. Élodie avançait lentement, s'arrêtant parfois pour reprendre son souffle, une main pressée contre ses reins. Margot veillait sur Mathis, qui trottinait à ses côtés sans jamais lâcher sa main. Geneviève jetait encore des coups d'œil inquiets derrière elle, tandis que Noémie fermait la marche, s'arrêtant occasionnellement pour dessiner quelque chose dans la poussière, avant de rattraper le groupe. Le chemin qu'elle suivait semblait être une ancienne piste de berger, bordée de murets de pierres sèches, écroulés par endroits. Des vestiges de civilisation apparaissaient sporadiquement. Une barrière rouillée qui ne protégeait plus rien, une fontaine à sec dont la pierre était couverte de mousse, un banc de bois fendu par les intempéries et les années. Au bout d'1 heure de marche, alors que l'ombre des collines commençait à s'étendre, elles aperçurent une structure dans le lointain. Était un bâtiment de pierre à demi en ruine, flanqué de ce qui ressemblait à une grange ou un hangar agricole. Claire accéléra instinctivement le pas, suivie par les autres qui puisaient dans leur dernière réserve des énergies.
La construction s'avéra être une ancienne bergerie avec des murs épais et un toit partiellement effondré. À côté, la grange était en meilleur état, avec encore quelques bottes de foin empilées dans un coin et des outils agricoles rouillés accrochés aux poutres. L'endroit sentait la poussière et le temps, mais il offrait un abri pour la nuit qui s'annonçait. « C'est parfait », murmura Claire en explorant les lieux. Elle avait trouvé un foyer de fortune près de l'entrée, entouré de pierres noircies par d'anciens feux. Avec une habileté qui surprit les autres, elle rassembla du bois sec et des brindilles, allumant rapidement un feu qui projeta des ombres dansantes sur les murs de pierre. Les femmes s'installèrent autour de la flamme, chacune perdue dans ses pensées. Mathis était endormie, la tête posée sur les genoux de Margot, qui caressait doucement ses cheveux. Élodie fixait le feu, ses mains toujours posées sur son ventre, comme si elle cherchait à rassurer l'enfant à naître. Geneviève grignotait nerveusement un morceau de pain qu'elle avait trouvé dans sa poche, se demandant d'où il pouvait bien venir. Noémie, elle, avait trouvé un bâton et dessinait dans la terre battue près du feu. Ses tracés formaient des cercles incomplets, des mains ouvertes, et quelque chose qui ressemblait à une maison aux fenêtres éteintes. Claire l'observait du coin de l'œil, intriguée par ces symboles répétitifs dont le sens lui échappait totalement. La nuit tomba doucement sur cette campagne oubliée, enveloppant les 5 femmes et l'enfant dans un cocon d'incertitude et d'espoir fragile. Aucune d'entre elles n'osait encore formuler les questions qui les taraudaient toutes. Comment étaient-elles arrivées ici? Pourquoi leurs souvenirs étaient-ils si flous? Et surtout, que leur réservait ce lendemain qui s'annonçait dans ce territoire perdu où le temps semblait s'être arrêté? Le feu crépitait paisiblement, projetant une lumière rassurante sur leurs visages fatigués, mais aucune d'entre elles ne trouvait vraiment le sommeil cette première nuit. Si cette histoire t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de mettre un like. Dis-nous de quelle ville tu nous regardes. On continue. L'aube se leva avec une douceur trompeuse sur la campagne française, baignant les collines d'une lumière dorée qui contrastait étrangement avec l'inquiétude qui habitait encore les cœurs. Claire fut la première à s'éveiller. Comme si son corps avait développé une horloge interne qui refusait de la laisser vulnérable trop longtemps. Elle observa les autres femmes endormies autour des braises mourantes, chacune recroquevillée dans sa propre bulle de sommeil agité. Élodie poussa soudain un petit cri étouffé, ses yeux s'ouvrant brusquement sur un rêve qui venait de se briser. Son souffle était court, ses joues empourprées par une vision qui l'avait troublée au plus profond de son être. Dans son songe, elle marchait dans un champ de coquelicots rouges qui ondulaient sous une brise chaude et des mains invisibles caressaient tendrement son visage, lui murmurant des mots doux dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais qui résonnait familièrement dans son âme. « Tout va bien ?» chuchota Claire en s'approchant d'elle avec cette sollicitude naturelle qui la caractérisait. Élodie hocha la tête, mais ses mains tremblaient légèrement sur son ventre rond. « C'était si réel !» murmura-t-elle. « Je sentais presque le parfum des fleurs. » Margot étira lentement, veillant à ne pas réveiller Mathis qui dormait encore paisiblement contre elle. En se levant pour réorganiser leur maigre installation, elle découvrit quelque chose d'étrange sous les bottes de foin où ils avaient dormi. Ses doigts se refermèrent sur un objet doux et familier. Une petite poupée de chiffon, confectionnée à la main avec un soin évident. « Regardez ce que j'ai trouvé », dit-elle en présentant la trouvaille aux autres qui éveillaient une à une. La poupée était simple mais charmante, avec de longs cheveux de laine brune et une robe bleue délicatement brodée de petites fleurs jaunes. Malgré l'endroit poussiéreux où elle reposait, elle semblait étonnamment propre, comme si elle avait été déposée là récemment. Geneviève l'examina avec curiosité, retournant l'objet entre ses mains expertes. Claire prit la poupée et l'observa longuement, son visage se fermant progressivement. Quelque chose dans cette petite créature de tissu éveillait en elle un écho douloureux. Un souvenir qui tentait de remonter à la surface, mais demeurait obstinément flou. Cette poupée ressemblait étrangement à celle que possédait sa petite sœur quand elles étaient enfants, avant que...
Elle secoua la tête, refusant de laisser cette pensée prendre forme. « Elle est magnifique », commenta Margot, remarquant l'expression troublée de Claire. « Quelqu'un a dû l'oublier ici. » Noémie s'approcha silencieusement et tendit la main vers la poupée. Claire la lui donna sans hésiter, observant avec fascination la façon dont la jeune femme muette caressait délicatement les cheveux de laine de l'objet, comme si elle reconnaissait une vieille amie. Mathis ouvrit enfin les yeux et, en voyant la poupée, son regard s'illumina d'une rare expression de joie enfantine. Il tendit timidement les bras vers Noémie, qui lui confia doucement la petite créature de chiffon. Pour la première fois depuis leur arrivée, un sourire fugace éclaira le visage du garçon. Après un petit déjeuner frugal composé de quelques fruits sauvages que Margot avait ramassés dans les environs, le groupe se prépara à reprendre sa marche. L'objectif N n'était pas clairement défini, mais Claire sentait instinctivement qu'ils devaient continuer à avancer, à explorer ce territoire mystérieux qui les avait accueillis de manière si énigmatique. Elles empruntèrent un sentier qui serpentait à travers d'anciens vignobles abandonnés. Les ceps, jadis alignés avec précision, avaient repris leur droit sauvage, créant un labyrinthe naturel de verdure et de vrilles entremêlées. L'air sentait la terre humide et les herbes folles, avec parfois des bouffées plus sucrées qui évoquaient des fruits oubliés sur les branches. Au détour d'un bosquet de chênes centenaires, elles aperçurent une silhouette masculine qui se dirigeait vers elles d'un pas assuré. L'homme était grand, la quarantaine bien entamée, avec des cheveux bruns parsemés de gris et des mains tannées par le travail de la terre. Ses vêtements simples mais propres trahissaient une vie rustique mais ordonnée. Il s'arrêta à quelques mètres du groupe, ses yeux sombres, scrutant chaque visage avec une méfiance prudente mais pas hostile. Son regard s'attarda particulièrement sur Claire, comme s'il reconnaissait en elle quelque chose de familier. « Vous êtes perdue » demanda-t-il d'une voix grave et posée, teintée de cet accent du Sud qui chante légèrement à la fin des phrases. Claire s'avança d'un pas, assumant naturellement son rôle de porte-parole du groupe. « En quelque sorte, » répondit-elle avec prudence, « nous cherchons un endroit où nous pouvons nous reposer quelques jours. » L'homme hocha lentement la tête, comme s'il comprenait plus qu'il n'en laissait paraître. « Je m'appelle Bastien, » dit-il simplement. « J'ai une ferme pas loin d'ici. Ce n'est pas grand-chose, mais vous pouvez y passer la nuit si vous voulez. » Il n'y avait aucune curiosité déplacée dans sa proposition. Aucune question indiscrète sur les raisons de leur présence. Claire apprécia cette réserve qui témoignait d'une sagesse acquise dans la solitude. Quelque chose dans les yeux de cet homme lui disait qu'il avait lui aussi ses secrets, ses blessures cachées. « C'est très généreux de votre part, » répondit-elle. « Nous acceptons avec reconnaissance. » Bastien acquiesça et se mit en route, suivi par le petit groupe. Mathis, toujours silencieux, serrait la poupée contre lui tout en observant ce nouvel arrivant avec une attention particulière. Noémie, de son côté, avait recommencé à tracer ces étranges symboles dans la poussière chaque fois qu'elle trouvait un sol approprié. Le chemin vers la ferme serpentait à travers des pâturages où paissaient quelques chèvres et moutons. La maison de Bastien était une construction traditionnelle de pierre et de bois, avec un toit de tuiles rouges et des volets bleus délavés par le soleil. Une petite cour, étendait devant l'habitation, ornée d'un puits ancien et de quelques arbres fruitiers. « Faites comme chez vous, » dit Bastien, en poussant la porte d'entrée. « Il y a de la place dans la grange si vous préférez dormir ensemble, ou bien je peux vous installer dans la maison. » L'intérieur était simple, mais chaleureux, avec des meubles anciens patinés par l'usage et des murs ornés de quelques photographies jaunies. Claire remarqua que toutes les photos montraient le même paysage. Ces collines, ces vignobles, cette campagne qui semblait être gravée dans le cœur de cet homme solitaire. Alors que Bastien préparait du thé dans sa cuisine rustique, Élodie ressentit les premières contractions légères qui la firent se plier légèrement. Ce N n'était pas encore alarmant. Mais cela lui rappela que le temps pressait. Son enfant naîtrait bientôt, que ce soit dans cet endroit perdu ou ailleurs.
La soirée s'annonçait pleine de promesses et de mystères, dans cette ferme isolée où un homme aux yeux tristes accueillait 5 femmes dont il ne connaissait ni les noms ni l'histoire. La première nuit à la ferme de Bastien révéla des détails troublants que la lumière du jour avait dissimulés. Claire, toujours la première éveillée, observa depuis la fenêtre de la grange où elles avaient choisi de dormir ensemble, une scène qui la laissa perplexe. Dans la cour arrière, éclairée par un rayon de lune, Bastien creusait méthodiquement le sol avec une pelle, toujours au même endroit, près d'un vieux tilleul aux branches noueuses. Ses gestes étaient précis, presque rituels, comme s'il répétait cette action depuis des mois, peut-être des années. Il creusait pendant 1 heure environ, puis rebouchait soigneusement le trou avant de rentrer dans sa maison. Claire nota mentalement cette étrange habitude, ajoutant cette pièce au puzzle invisible qui se formait dans son esprit depuis leur arrivée dans cette région oubliée. Le matin venu, Bastien se montra hospitalier et prévenant, préparant un petit déjeuner copieux avec des œufs frais de ses poules et du pain qu'il avait cuit lui-même. Mais Claire remarqua ses mains, légèrement écorchées et encore tachées de terre, confirmant ce qu'elle avait observé la nuit précédente. « Vous travaillez la terre même la nuit ?» demanda-t-elle avec une feinte innocence. Bastien leva les yeux vers elle, et pendant un instant, elle y lut une douleur profonde, presque animale. « Parfois, on cherche des choses qu'on ne trouve que dans le noir, » répondit-il simplement, avant de détourner le regard. Margot, qui avait développé une sensibilité particulière aux non-dits depuis qu'elle avait pris Matisse sous sa protection, remarqua que l'enfant refusait catégoriquement de sortir dans la cour arrière. À chaque fois qu'il s'approchait de cette zone, le garçon se raidissait et tirait sur sa main pour l'entraîner ailleurs. « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit ?» lui demanda-t-elle doucement. Matisse leva vers elle ses grands yeux sombres et, pour la première fois, prononça quelques mots d'une voix à peine audible. « J'ai déjà été ici. » Sa déclaration figea Margot sur place. Comment cet enfant pouvait-il avoir des souvenirs de cet endroit perdu? Pendant ce temps, Noémie continuait ses mystérieux dessins. Mais ses symboles évoluaient. Aux cercles incomplets et aux mains ouvertes s'ajoutaient maintenant des formes qui ressemblaient à des arbres, toujours le même. Un tilleul avec des branches spécifiques. Bastien, en découvrant ses dessins dans la poussière de la cour, pâlit visiblement. « D'où connaît-elle cet arbre ?» murmura-t-il à Claire, pointant du doigt les tracés de Noémie. Claire observa les dessins avec une attention nouvelle. L'arbre représenté était exactement celui sous lequel Bastien creusait chaque nuit. La précision du dessin était troublante, comme si Noémie avait étudié chaque détail de ses branches pendant des heures. Geneviève, de son côté, explorait les environs de la ferme avec cette nervosité qui ne la quittait plus. Dans un petit chemin qui menait à un bosquet de châtaigniers, elle découvrit quelque chose d'extraordinaire. Une série de colliers de perles de couleurs vives, suspendus aux branches basses comme des offrandes oubliées. Les bijoux étaient de facture artisanale, avec des perles de verre soufflées et des petites amulettes en métal oxydé. Certains paraissaient récents, d'autres portaient les traces du temps et des intempéries. Geneviève en décrocha un, fascinée par sa beauté rustique, et le passa autour de son cou. Ces colliers appartenaient aux femmes du village d'à côté, expliqua Bastien quand elle lui montra sa trouvaille. Son visage était encore assombri. Elle les accrochait aux arbres lors des fêtes de printemps. Mais ça, était avant que le village ne soit abandonné. « Abandonné ?» répéta Claire, intriguée. « Ah, il y a une dizaine d'années. Les gens sont partis petit à petit. Puis d'un coup, il n'est plus resté personne. Certains disent qu'il y a eu des disparitions. » Il s'interrompit, comme s'il en avait trop dit. Cette révélation plongea le groupe dans un silence pesant. Élodie resserra instinctivement ses bras autour de son ventre, tandis que Margot attirait Matisse plus près d'elle. L'enfant S était remis à observer Bastien avec cette intensité troublante qui le caractérisait. L'après-midi, en explorant plus loin, elles découvrirent une petite cabane nichée dans un vallon discret,
à demi cachée par des ronces et du lierre. La structure était ancienne mais en bon état, comme si quelqu'un l'entretenait régulièrement. Une odeur sucrée et entêtante échappait de l'intérieur, un parfum de rose et de miel qui contrastait étrangement avec l'aspect rustique du lieu. Bastien, qui les avait accompagnés, s'arrêta net en sentant cette fragrance. Son visage devint livide et ses mains se mirent à trembler imperceptiblement. « Ce parfum, balbutia-t-il, était celui de ma sœur. Elle le fabriquait elle-même avec des pétales de rose et de la cire d'abeille. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle aussi reconnaissait quelque chose dans ce parfum. Un écho lointain qui résonnait douloureusement dans sa mémoire. Sa propre sœur utilisait une fragrance similaire avant de disparaître dans des circonstances qu'elle avait toujours refusé de éclaircir complètement. Mathis, qui était resté silencieux jusque-là, s'assit brusquement sur le sol devant la cabane et refusa catégoriquement d'aller plus loin. Il agrippa le bras de Margot avec une force surprenante et répéta, plus distinctement cette fois, « J'ai déjà été ici. Je ne veux pas y retourner. » Margot s'agenouilla à côté de lui et lui caressa doucement les cheveux. « C'est fini, mon petit, » murmura-t-elle, bien qu'elle ne comprenne pas elle-même ce qui se passait. « Nous ne t'obligerons à rien. » Claire, malgré l'appréhension qui l'envahissait, décida d'entrer seule dans la cabane. L'intérieur était simple, quelques meubles rustiques, une cheminée éteinte et surtout, accrochée au mur, une série de photographies anciennes en noir et blanc. L'une d'entre elles attira immédiatement son attention. Elle montrait une jeune fille en robe claire, souriante, entourée de 2 garçons. L'un des garçons ressemblait étrangement à Bastien, mais en plus jeune. Au dos de la photographie, d'une écriture soignée, quelqu'un avait inscrit « Pour que nous ne les oublions jamais ». Claire sentit ses jambes se dérober sous elle. Cette phrase, elle l'avait déjà lue quelque part, dans une lettre que sa propre sœur lui avait envoyée juste avant sa disparition. Les coïncidences s'accumulaient de manière troublante, tissant un réseau de connexions qu'elle commençait seulement à entrevoir. Quand elle ressortit de la cabane, le soleil déclinait déjà, jetant des ombres longues et inquiétantes sur le paysage. Bastien l'attendait, le regard perdu vers l'horizon, et elle comprit qu'il partageait peut-être plus qu'elle ne l'avait imaginé. Quelque chose les liait tous à cet endroit, quelque chose qu'ils avaient oublié ou choisi d'oublier. La nuit tombait sur leurs secrets enfouis, mais Claire pressentait que la vérité commençait lentement à percer la surface de leur mémoire troublée. Cette nuit-là, un événement étrange vint troubler le sommeil déjà fragile des occupants de la ferme. Vers 3 heures du matin, un grésillement électrique s'éleva du salon de Bastien, où trônait un vieux poste radio que personne n'avait touché depuis des années. Le son, d'abord faible, s'intensifia progressivement, émettant des interférences rythmées qui ressemblaient à des battements codés. Claire se réveilla la première, alertée par ce bruit inhabituel. Elle se glissa silencieusement hors de la grange et s'approcha de la maison. Par la fenêtre entr'ouverte, elle pouvait voir la lueur verte du cadran de l'ancien transistor qui clignotait dans l'obscurité. Les sons qu'il émettait étaient troublants. 3 coups brefs, suivis de 2 longs, puis un silence, avant que le pattern ne se répète. Bastien apparut dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés et le visage marqué par une inquiétude profonde. Il n'était manifestement pas surpris par ce phénomène, mais plutôt résigné, comme si cette manifestation nocturne était devenue une routine qu'il subissait sans comprendre. « Cela arrive souvent ?» chuchota Claire depuis le seuil. Bastien sursauta légèrement, ne l'ayant pas entendu approcher. « Toutes les nuits depuis qu'elle est partie ?» répondit-il d'une voix lasse. « Toujours à la même heure, toujours le même rythme. » Geneviève, que le bruit avait également réveillée, les rejoignit dans le salon. Sa formation d'ingénieur en électronique reprenait le dessus sur ses angoisses personnelles et elle examina le vieil appareil avec un œil professionnel. « Je peux essayer de voir ce qui ne va pas. »
proposa-t-elle en s'agenouillant devant le poste. Avec précaution, elle retira le panneau arrière du transistor, révélant un enchevêtrement de fils et de composants anciens. Mais ce qu'elle découvrit au fond du boîtier la fit reculer avec stupéfaction. Un petit bout de papier plié, coincé entre deux circuits, portant une écriture à l'encre bleue délavée. « Il y a quelque chose là-dedans », murmura-t-elle en extirpant délicatement le message. Claire déplia le papier avec des gestes prudents. L, écriture, était féminine, légèrement tremblée, et les mots étaient en français. Certaines choses ne doivent pas être déterrées. Le silence protège mieux que la vérité. Le message N n'était pas signé, mais quelque chose dans la calligraphie évoquait à Claire, L, écriture de sa propre sœur. Cette ressemblance la troubla profondément, réveillant des souvenirs qu'elle tentait d'enfouir depuis des mois. Bastien prit le message et le lut plusieurs fois, ses lèvres remuant silencieusement. « Ma sœur écrivait exactement comme ça, dit-il finalement, sa voix à peine audible. Ces boucles sur les « G », cette façon d'incliner les « T ». Un silence pesant s'installa dans la pièce. Les interférences radio avaient cessé, laissant place à un calme inquiétant qui semblait amplifier le poids de cette découverte. Claire glissa discrètement le message dans sa poche, sentant qu'il représentait une pièce cruciale d'un puzzle qu'elle commençait seulement à entrevoir. Le lendemain matin apporta son lot de révélations troublantes. Margot se réveilla avec un sentiment d'inquiétude qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Pendant son sommeil agité, elle avait murmuré des noms qui ne correspondaient à aucune personne de leur groupe. Élodie, qui dormait près d'elle, avait distinctement entendu le prénom Jules revenir plusieurs fois dans ses divagations nocturnes. « Qui est Jules ?» demanda doucement Élodie quand Margot se réveilla complètement. Margot la regarda avec perplexité. « Jules ? Je ne connais aucun Jules, » répondit-elle sincèrement. Mais en prononçant ce nom, elle ressentit une étrange familiarité, comme si quelque chose au fond de sa mémoire tentait de refaire surface. Mathis, qui avait observé cet échange en silence, s'approcha de Margot et posa sa petite main sur son bras. « Jules, c'est le monsieur gentil, » dit-il d'une voix claire, surprenant tout le monde par cette déclaration spontanée. « Tu connais Jules ?» s'empressa de demander Margot. Mais l'enfant était déjà retourné à ses jeux avec la poupée de chiffon, comme si cette révélation n'avait aucune importance particulière. L'après-midi, Bastien proposa de leur montrer les environs, particulièrement un sentier qui menait à un ancien moulin en ruine. Le chemin serpentait à travers une forêt de chênes centenaires où la lumière filtrait difficilement à travers la canopée dense. L'atmosphère était étrangement silencieuse, comme si la nature elle-même retenait son souffle. En marchant, Claire remarqua que Noémie S. était mise à dessiner de nouveaux symboles dans la terre meuble du sentier. Cette fois, ces tracés représentaient clairement des visages, des profils de femmes aux cheveux longs, toujours les mêmes traits fins et expressifs. L'une de ces silhouettes ressemblait étrangement à Claire elle-même. « Pourquoi dessine-t-elle toujours les mêmes choses ?» demanda Bastien, intrigué par le comportement de la jeune femme muette. « Je pense qu'elle se souvient, » répondit Claire pensivement. « Peut-être mieux que nous tous. » Arrivés au moulin, ils découvrirent un spectacle à la fois beau et mélancolique. La vieille roue à aubes était immobilisée depuis des décennies, couverte de mousse et de lierre. Mais ce qui attira leur attention fut un détail particulier. Gravé dans la pierre du mur, des initiales entrelacées dans des cœurs naïfs, témoignage d'amour passé. Bastien s'approcha de l'un de ces graffitis et passa ses doigts sur les lettres usées par le temps. B, M, plus, L, D, lut-il à voix haute, puis, se tournant vers Claire avec un regard intense, Bastien Martin et Léonie Dubois. C étaient nos noms, à ma sœur et moi. Elle s'appelait Léonie. Claire sentit son cœur s'emballer. Léonie était également le prénom de sa propre sœur disparue. Cette coïncidence dépassait maintenant le domaine du possible et basculait dans quelque chose de plus profond et de plus troublant. Élodie,
qui s'était assise sur une vieille pierre pour se reposer, ressentit soudain des contractions plus intenses que les précédentes. La douleur la plia en deux, et elle comprit avec une certitude froide que son enfant se préparait à naître bientôt, que cela lui convienne ou non. « Il faut que nous rentrions » dit-elle avec urgence, une main pressée sur son ventre distendu. Le retour à la ferme se fit dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées troublantes. Mathis, qui marchait entre Margot et Noémie, se mit soudain à fredonner une mélodie douce et mélancolique que personne ne reconnut, mais qui semblait étrangement familière. En arrivant à la ferme, Claire prit une décision qui allait changer le cours des événements. Pendant que les autres s'installaient pour la soirée, elle se dirigea vers la cour arrière et commença à examiner attentivement l'endroit où Bastien creusait chaque nuit. La terre était effectivement retournée régulièrement, mais quelque chose affleurait sous la surface. Un coin de métal rouillé qui dépassait légèrement. Sans hésiter, elle s'agenouilla et commença à gratter la terre avec ses mains. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Une petite boîte en métal, ancienne mais préservée, qui contenait une lettre soigneusement pliée. L'écriture sur l'enveloppe était la même que celle du message trouvé dans la radio. Avec des mains tremblantes, Claire ouvrit la lettre. Les mots qu'elle lut la firent chanceler. « Ma chère Claire, si tu lis ceci, c'est que tu es enfin revenue. J'espère que tu te souviens maintenant. Le choix t'appartient. Reviens si tu veux des réponses, reste si tu veux la paix. Léonie. » La nuit tombait sur cette révélation bouleversante. Et Claire comprenait maintenant que rien de ce qui leur arrivait, était le fruit du hasard. La lettre de Léonie tremblait entre les mains de Claire, comme une feuille d'automne prise dans une bourrasque. Elle la relut une troisième fois, cherchant à décrypter chaque mot, chaque sous-entendu de ce message qui bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir sur leur situation. « Ma chère Claire, si tu lis ceci, c'est que tu es enfin revenue. » Ces mots résonnaient dans son esprit avec une force terrible, révélant l'existence d'un passé qu'elle avait enfoui si profondément qu'elle en avait perdu la trace. Assise au bord du puits de la ferme, sous la lumière blafarde de la lune, Claire sentait des fragments de souvenirs remonter à la surface de sa conscience, comme des bulles d'air dans une eau trouble. Elle se souvenait maintenant de ce lieu, de cette ferme, de Bastien qui était plus jeune alors, et surtout de Léonie, sa propre sœur, qui avait vécu ici pendant des mois avant de disparaître mystérieusement. « Claire ?» La voix douce de Élodie la fit sursauter. La jeune femme enceinte s'approchait lentement, une main pressée contre son dos douloureux. « Tu vas bien? Tu as l'air troublée. » Claire leva les yeux vers elle et, pour la première fois depuis leur arrivée, décida de partager une partie de la vérité. « Je crois que nous ne sommes pas ici par hasard, » dit-elle d'une voix grave. « Je pense que nous sommes toutes liées d'une manière ou d'une autre à cet endroit. » À cet instant, Bastien sortit de sa maison, attiré par les voix dans la cour. Son regard se posa immédiatement sur la lettre que Claire tenait encore dans ses mains. « Tu l'as trouvée ?» dit-il simplement, sans surprise apparente. « Tu savais qu'elle était là ?» demanda Claire, interloquée. « Et je la cherchais depuis des mois » avoua-t-il en s'asseyant sur le muret de pierre qui entourait le puits. « Léonie m'avait dit qu'elle laisserait un message pour toi si tu revenais un jour. Je creusais chaque nuit, espérant tomber dessus. » Élodie s'installa prudemment entre eux, écoutant cette conversation qui prenait une tournure de plus en plus surréaliste. Mais comment est-ce possible? Claire ne se souvenait même pas d'avoir été ici avant. Certains souvenirs sont trop douloureux pour survivre intacts, expliqua Bastien avec une sagesse teintée de mélancolie. Parfois, l'esprit les efface pour nous protéger, mais ils ne disparaissent jamais vraiment. À l'intérieur de la grange, Margot éveilla en sursaut d'un rêve particulièrement vivace. Elle avait vu un homme aux cheveux grisonnants et au sourire bienveillant qui l'appelait par un prénom qu'elle ne reconnaissait pas, Mathilde. Dans ce rêve, elle vivait dans un petit appartement en ville avec Mathis, qu'elle appelait son petit-fils. L'homme, Jules, maintenant elle en était certaine, venait leur rendre visite chaque dimanche avec des croissants chauds et des histoires drôles.
En se levant, elle découvrit que Mathis était réveillé et l'observait avec ses grands yeux sombres pleins de sagesse prématurée. « Tu as rêvé de grand-père Jules » demanda-t-il d'une voix claire. Margot sentit ses jambes se dérober sous elle. « Comment tu sais ça » balbutia-t-elle. « Parce que moi aussi, je rêve de lui » répondit l'enfant avec une simplicité désarmante. « Il dit qu'il s'occupe bien de toi maintenant. Grand-mère Mathilde » Cette révélation frappa Margot comme un éclair. Mathilde était effectivement son véritable prénom, celui qu'elle avait abandonné après un traumatisme qu'elle ne parvenait plus à identifier clairement. Et Jules? Jules était son mari, disparu il y a 2 ans dans des circonstances qu'elle avait refoulées de sa mémoire. Noémie, qui dormait près d'eux, se mit soudain à gémir doucement dans son sommeil. Ses mains bougeaient comme si elles dessinaient dans l'air, traçant des formes invisibles avec une précision troublante. Margot s'approcha et remarqua que les lèvres de la jeune femme, muette, remuaient silencieusement, formant des mots qu'elle n'arrivait pas à prononcer. Dehors, la conversation entre Claire, Bastien et Élodie prenait une dimension de plus en plus révélatrice. Bastien expliquait comment, 2 ans auparavant, plusieurs femmes étaient venues dans la région pour participer à un programme de thérapie alternative destiné à traiter les traumatismes profonds. Léonie, la sœur de Claire, dirigeait ce programme dans l'ancien village abandonné. Elle avait développé une méthode révolutionnaire, raconta Bastien. Elle aidait les gens à retrouver leurs souvenirs perdus en les confrontant aux lieux et aux situations qui avaient provoqué leur amnésie traumatique. Élodie, malgré ses contractions qui s'intensifiaient, écoutait avec fascination. « Et nous? Nous étions dans ce programme ?» Claire hocha lentement la tête, les souvenirs affluant maintenant avec une clarté douloureuse. « Oui, nous étions toutes venues ici pour guérir de quelque chose que nous avions oublié. Margot avait perdu la mémoire après la disparition de son mari. Toi, Élodie, tu étais venue pour oublier une relation toxique qui t'avait détruite psychologiquement. Geneviève avait survécu à un accident qui avait emporté sa famille. « Et Noémie » demanda Élodie dans un souffle. « Noémie » Claire s'interrompit, la gorge serrée par l'émotion. Noémie était la fille de Léonie. Elle avait été témoin de quelque chose de terrible qui l'avait rendue muette. Léonie espérait la guérir en même temps que nous. Bastien se leva et marcha vers la maison, revenant avec une bouteille d'eau qu'il tendit à Élodie. « Le programme a fonctionné en partie, » continua-t-il. « Vous avez toutes commencé à retrouver vos souvenirs, à affronter vos traumatismes, mais quelque chose a mal tourné. »« Quoi ?» demanda Claire, bien qu'elle commence à entrevoir la réponse. « Léonie a découvert que certains traumatismes étaient liés, que vos histoires personnelles s'entremêlaient d'une façon qu'elle n'avait pas prévue. Et cette découverte l'a terrifiée. À cet instant, un cri déchirant éleva de la grange. Élodie se plia en deux, saisie par une contraction d'une violence inouïe. « Le bébé arrive !» parvint-elle à articuler entre 2 spasmes de douleur. Margot sortit précipitamment de la grange, suivie de près par Mathis qui tenait la main de Noémie. « Il faut l'aider !» cria-t-elle. « Elle ne peut pas accoucher ici, sans assistance médicale. » Mais Geneviève, qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança calmement vers Élodie. « Je sais quoi faire, » dit-elle d'une voix assurée. « J'ai été sage-femme pendant 15 ans avant l'accident. » Cette révélation surprit tout le monde, y compris Geneviève elle-même, qui semblait redécouvrir ses propres compétences en même temps qu'elle les énonçait. Ses mains retrouvaient instinctivement les gestes professionnels qu'elle croyait avoir oubliés. Alors qu'ils aidaient Élodie à s'installer dans la maison pour l'accouchement, Noémie se détacha du groupe et courut vers le tilleul de la cour arrière. Là, pour la première fois depuis des mois, elle ouvrit la bouche et prononça un seul mot, clair et déchirant, « Maman ». Ce cri résonna dans la nuit comme une libération. Et Claire comprit que le moment de vérité était enfin arrivé. Tout leur chemin convergeait vers cette nuit où un enfant allait naître et où leurs souvenirs allaient enfin se reconstituer complètement.
La nuit se transforma en un théâtre d'émotions intenses où la vie et la vérité se mêlaient dans un ballet dramatique. Dans la chambre principale de Bastien, transformée en salle d'accouchement improvisée, Geneviève dirigeait les opérations avec une assurance retrouvée qui étonnait jusqu'à elle-même. Ses mains expertes guidaient Élodie à travers les contractions de plus en plus rapprochées, tandis que ses paroles rassurantes résonnaient comme un écho du passé professionnel qu'elle avait cru perdu à jamais. « Respirez avec moi, Élodie », murmurait-elle d'une voix douce mais ferme. « Inspirez profondément et soufflez lentement. Votre corps sait quoi faire. Faites-lui confiance. » Margot, qui commençait maintenant à s'habituer à être appelée Mathilde, assistait Geneviève en apportant de l'eau chaude et des serviettes propres. Mathis, son petit-fils retrouvé, s'était installé dans un coin de la pièce avec la poupée de chiffon, observant la scène avec cette sagesse troublante qui le caractérisait. À l'extérieur, sous le tilleul où Noémie avait prononcé son premier mot depuis des mois, Claire et Bastien poursuivaient leur reconstruction douloureuse du passé. La jeune femme muette, qui n'était plus tout à fait muette, était assise au pied de l'arbre, traçant compulsivement des dessins dans la terre humide. Cette fois, ces symboles racontaient une histoire. Une femme aux cheveux longs qui aidait d'autres femmes, des visages souriants qui se transformaient en expressions d'angoisse, et finalement, une silhouette solitaire qui s'éloignait vers l'horizon. « Raconte-moi ce qui s'est vraiment passé avec Léonie », demanda Claire, sa voix portant une détermination nouvelle. « Je me souviens de fragments, mais j'ai besoin de connaître la vérité complète. » Bastien soupira profondément, ses yeux fixés sur les étoiles qui scintillaient au-dessus d'eux. « Le programme de ta sœur fonctionnait trop bien, » commença-t-il. « Chacune de vous a commencé à récupérer ses souvenirs, mais Léonie a découvert quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Vos traumatismes, n'étaient pas des événements isolés. » Il marqua une pause, cherchant ses mots avec précaution. Margot avait épousé Jules, un homme merveilleux qui travaillait comme psychologue dans un centre de réhabilitation. Élodie était sa patiente. Elle avait fui une relation avec un homme violent qui l'avait manipulée et isolée de sa famille. Geneviève était la sœur de cet homme violent et elle avait perdu sa propre famille dans un accident de voiture causé par son frère en état d'ivresse. Claire sentit son cœur s'emballer. « Et moi, quel était mon lien avec tout cela? »« Tu étais journaliste d'investigation, » révéla Bastien. « Tu enquêtais sur un réseau d'hommes qui utilisaient la manipulation psychologique pour contrôler leurs compagnes. L'homme qui avait terrorisé Élodie faisait partie de ce réseau. Et il était également responsable de l'accident qui avait détruit la famille de Geneviève. » Noémie leva soudain les yeux de ses dessins et prononça ses deuxièmes mots depuis des mois. « Il a fait du mal à maman aussi. » Claire se tourna vers elle, le cœur serré. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? »« L'homme méchant, » continua Noémie d'une voix encore fragile mais déterminée. « Il a menacé maman quand elle a voulu vous aider à vous souvenir. Il a dit qu'il ferait du mal à nous toutes si elle ne nous faisait pas oublier à nouveau. » La vérité commençait enfin à prendre forme dans l'esprit de Claire. Léonie n'avait pas simplement disparu. Elle avait été contrainte de fuir pour les protéger. Mais avant de partir, elle avait utilisé sa propre méthode thérapeutique pour leur faire oublier temporairement leurs souvenirs retrouvés, les préservant ainsi du danger immédiat. À l'intérieur de la maison, les cris d'Élodie s'intensifiaient, signalant l'imminence de la naissance. Geneviève, dont la mémoire professionnelle revenait par vagues, dirigeait l'accouchement avec une expertise retrouvée. « Je vois la tête du bébé », annonça-t-elle avec émotion. « Encore une poussée. Élodie, une grande inspiration et poussez avec toute votre force. » Élodie, malgré la douleur qui irradiait dans tout son corps, puisa dans une réserve de courage qu'elle ne savait pas posséder. Autour d'elle, ces femmes qui étaient devenues sa famille d'adoption l'encourageaient de leurs voix mélangées, créant une harmonie de soutien et d'amour qui transcendait leur traumatisme partagé. Mathilde tenait sa main, lui murmurant des mots de réconfort qu'elle avait jadis adressés à ses propres patients quand elle était infirmière, un détail de son passé qui venait également de refaire surface. Mathis, de son coin,
fredonnait la mélodie mystérieuse qu'il avait chantée la veille, une berceuse que son grand-père Jules lui avait apprise avant sa disparition tragique. « Maintenant !» cria Geneviève. « Poussez maintenant !» Un cri perçant déchira l'air de la nuit, mais ce « N » n'était pas celui des Élodie. C était le premier vagissement d'un nouveau-né qui annonçait son arrivée dans ce monde compliqué. Geneviève attrapa délicatement le bébé, une petite fille aux cheveux sombres et à la peau rosée, qui agitait déjà ses petits poings avec une vitalité remarquable. « Elle est magnifique !» murmura Geneviève, les larmes aux yeux, en plaçant l'enfant sur la poitrine des Élodie. Parfaitement en santé. Élodie, épuisée mais rayonnante, contempla sa fille avec un amour inconditionnel qui effaça instantanément des mois d'inquiétude et de souffrance. « Bonjour ma petite Espérance », chuchota-t-elle en caressant doucement la joue du bébé. Dehors, le cri du nouveau-né avait également été entendu par Claire, Bastien et Noémie. La jeune fille se leva brusquement et courut vers la maison, suivie des deux adultes. Dans la chambre, elle s'approcha du lit où Élodie berçait son enfant et prononça sa phrase la plus longue depuis des mois. « Elle ressemble à maman quand elle souriait. » Cette observation innocente frappa Claire comme une révélation. Elle observa attentivement les traits de la petite Espérance et y reconnut effectivement quelque chose de familier. Quelque chose qui ressemblait à Léonie, mais aussi à elle-même et même à Noémie. « Bastien, » dit-elle d'une voix tremblante, « il faut que tu me dises tout, absolument tout, sur ce qui s'est passé avec Léonie et pourquoi nous sommes vraiment toutes ici. » L'homme hocha gravement la tête, comprenant que l'heure des demi-vérités était définitivement révolue. La naissance de cet enfant marquait un nouveau chapitre de leur histoire commune. Et il était temps que toute la lumière soit faite sur les événements qui les avaient menés jusqu'à cette nuit extraordinaire. La petite Espérance, blottie dans les bras de sa mère, semblait déjà porter en elle l'espoir d'une réconciliation avec un passé douloureux, mais enfin assumé. L'aube se levait doucement sur la ferme, baignant la chambre d'une lumière dorée qui semblait bénir la petite Espérance endormie dans les bras de sa mère. Mais cette sérénité apparente masquait la tension qui régnait dans la pièce où tous attendaient les révélations finales de Bastien. Claire, assise au bord du lit, tenait encore la lettre de Léonie, ce message cryptique qui lui avait ouvert les portes d'un passé qu'elle avait cru perdu à jamais. « Non, il est temps que vous sachiez tout », commença Bastien d'une voix grave. « Léonie N était pas seulement votre sœur, Claire, elle était aussi ma compagne, et nous avions un projet commun, créer un refuge pour les femmes victimes de traumatisme, loin des regards et des menaces. » Cette révélation frappa Claire comme un coup de tonnerre. Les fragments de souvenirs qui remontaient depuis quelques jours prirent de soudain une cohérence douloureuse. Elle se souvenait maintenant des longues conversations avec Léonie, de leurs plans pour aider d'autres femmes, de leur détermination à lutter contre les réseaux de manipulation qu'elle avait découverts dans ses enquêtes journalistiques. « Mais l'homme que tu poursuivais dans tes articles, » continua Bastien, « il s'appelait Vincent Moreau. Il dirigeait un réseau sophistiqué de manipulation psychologique, utilisant des hommes comme celui qui a terrorisé Élodie pour briser la volonté des femmes et les rendre dépendantes. Quand tes enquêtes ont commencé à le menacer, il a décidé de frapper là où ça faisait mal. » Noémie, qui était restée silencieuse, s'approcha de Claire et prit sa main. « Vincent était mon papa biologique, » dit-elle d'une voix tremblante mais claire. « Maman a eu très peur quand il a découvert où nous étions. Il a dit qu'il nous ferait du mal à toutes si elle ne nous faisait pas oublier ce que nous avions appris. » La vérité éclatait enfin dans toute sa complexité. Léonie avait utilisé ses propres techniques thérapeutiques, non pas pour guérir, mais pour protéger. Elle avait volontairement effacé leurs souvenirs récupérés, les plongeant dans un état d'amnésie temporaire qui devait les mettre à l'abri des menaces de Vincent. « Mais pourquoi nous avoir amenés ici maintenant ?» demanda Mathilde, berçant doucement Mathis qui, était endormi contre elle. Bastien sortit de sa poche un téléphone portable et composa un numéro. « Parce que Vincent Moreau a été arrêté il y a 3 mois, » dit-il simplement.
Léonie vous a fait revenir parce que vous êtes enfin en sécurité. La sonnerie retentit une fois, deux fois, puis une voix féminine familière répondit « Allô? Léonie ?» murmura Claire, les larmes aux yeux. « Ma chérie » répondit la voix au téléphone, chargée d'émotion. « Je suis tellement désolée de t'avoir fait oublier, mais était le seul moyen de vous protéger toutes. » Les retrouvailles se firent par écran interposé dans un premier temps, Léonie expliquant qu'elle était restée cachée dans une ville du nord de la France, surveillant de loin l'évolution de l'enquête policière sur Vincent. Elle avait programmé leur réveil thérapeutique pour coïncider avec l'arrestation de leur ennemi commun. Le processus d'amnésie temporaire que j'avais utilisé était conçu pour se dissiper naturellement après un certain temps, expliqua-t-elle. Je savais qu'en vous ramenant dans ces lieux familiers, vos souvenirs reviendraient progressivement. Geneviève, qui avait retrouvé non seulement sa mémoire, mais aussi sa confiance professionnelle, posa la question que toutes se posaient. Et maintenant, que faisons-nous de cette vérité retrouvée? La réponse vint de la plus petite d'entre elles. Espérance, qui était réveillée, gazouillait paisiblement dans les bras d'Élodie, comme si elle apportait une réponse muette mais évidente. La vie continuait, plus forte que tous les traumatismes. « Nous avons le choix », dit Claire en regardant chacune des femmes qui l'entouraient. « Nous pouvons repartir dans nos vies d'avant, avec nos souvenirs retrouvés, mais aussi nos douleurs, ou bien nous restons ensemble, compléta Mathilde. Nous créons la famille que nous avons toutes cherchée sans le savoir. » Élodie hocha la tête, serrant sa fille contre elle. Espérance mérite de grandir entourée d'amour, pas dans la peur du passé. Bastien se racla la gorge. J'ai une proposition. Léonie et moi avions acheté plusieurs hectares autour de la ferme. Nous voulions créer une communauté thérapeutique, un lieu où les femmes pourraient guérir ensemble. Le projet est toujours valide. Les semaines qui suivirent transformèrent la ferme isolée en un véritable foyer. Léonie revint, les retrouvailles avec sa fille Noémie furent déchirantes de beauté. La jeune fille, libérée de son mutisme, racontait inlassablement à sa mère tout ce qu'elle avait observé pendant leur séparation. Ces dessins devenant des cartes au trésor de leurs émotions partagées. Mathilde officialisait son rôle de grand-mère auprès de Mathis, qui épanouissait dans cette stabilité retrouvée. Elle découvrait aussi qu'elle avait des compétences en jardinage thérapeutique, créant avec l'aide de l'enfant un potager magnifique qui nourrissait autant les corps que les âmes. Geneviève, forte de sa formation médicale retrouvée, s'occupait de la santé du groupe et commençait à accueillir d'autres femmes qui avaient besoin d'aide. Sa capacité à transformer la douleur en force de guérison impressionnait tous ceux qui la rencontraient. Élodie, mère épanouie, documentait leur nouvelle vie à travers des photographies et des écrits qui témoignaient de leur transformation. Espérance, qui grandissait dans cet environnement d'amour inconditionnel, semblait porter en elle la promesse d'un avenir sans crainte. Claire avait repris son travail de journaliste, mais cette fois pour raconter des histoires de reconstruction et d'espoir. Ses articles sur leur communauté thérapeutique attiraient l'attention de femmes du monde entier qui cherchaient un refuge pour guérir. 6 mois après cette nuit où tout avait basculé, alors que Elle battait son plein dans la campagne française, Claire se tenait devant le tilleul où tant de secrets avaient été enterrés puis déterrés. Léonie s'approcha d'elle et posa une main douce sur son épaule. « Tu regrettes d'avoir choisi de rester ?» demanda sa sœur. Claire sourit en regardant Espérance qui faisait ses premiers pas dans l'herbe, encouragée par les applaudissements de sa famille adoptive. « Non », répondit-elle avec certitude. « J'ai enfin trouvé ce que je cherchais sans le savoir. Un endroit où le passé peut coexister avec l'avenir, où les blessures deviennent des forces. » Bastien, qui travaillait dans son potager non loin de là, leva les yeux vers elle et sourit. Il ne creusait plus la nuit sous le tilleul. Il n'y avait plus rien à déterrer, plus rien à enterrer, seulement des graines d'espoir à planter pour les générations futures. Film da historia, chers auditeurs. Nous espérons que cette histoire de Claire, Élodie, Mathilde, Geneviève, Noémie et la petite Espérance vous a touché au cœur. Comme elles l'ont découvert,
Parfois, les chemins les plus difficiles mènent aux destinations les plus belles. Pour continuer ce voyage émotionnel avec nous, nous avons préparé une playlist spéciale d'histoires tout aussi captivantes que vous trouverez en cliquant ici, à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur « J'aime ». Chaque jour, nous apportons des récits uniques qui explorent la complexité de la vie humaine et la force de l'espoir. Ne manquez pas nos prochains contenus et rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos impressions. Nous vous attendons pour de nouvelles aventures du cœur.